Bonjour, c'est Jonathan Lambert dans Click and Chill. Je l'ai fait au ralenti. Jonathan Lambert, bienvenue. Merci. Je suis très heureux de te recevoir chez Click. Tu as fait de la télé, tu as fait de la radio, tu as fait du cinéma. Aujourd'hui, on te reçoit pour une de tes activités préférées, c'est la scène. Ah oui. Tu présentes ton 4e spectacle seul en scène, Rodolphe, qui va se jouer du 17 décembre au 31 décembre à l'Européen, à 19h pour pouvoir respecter le couvre-feu. C'est ton 4e spectacle après L'homme qui ne dort jamais, Perruque, Looking for Kim. Et dans ce nouveau spectacle, tu continues à tester les limites de tout ce qu'on peut accepter, entendre en tant que public. Oh, les limites, après, je ne suis pas dans la provoque. Je ne me suis jamais revendiqué comme un artiste provocateur ou à l'humour provocateur. Parce que ça peut verser vers une certaine gratuité ou facilité, la provoque, bien que je sois plutôt adepte en tant que spectateur. Mais je suis un peu mal à l'aise quand justement c'est gratuit et que c'est de la provoque pour la provoque. Mais là, pour le coup, ce spectacle parle beaucoup de moi, sur le plan personnel, en intimité, de mon adolescence, de ma famille. Donc déjà, tout ce que je peux dire parfois d'un petit peu presque violent ou trivial, en tous les cas, il n'y a que moi qui peux le dire, puisque c'est ma famille et je les aime. Donc forcément, en tous les cas, il n'y a pas une volonté de provoquer. On va y revenir, parce que comme tu l'as dit, en effet, c'est ton spectacle le plus personnel. C'est la première fois aussi qu'il y a une dimension autobiographique dans ce que tu racontes. Si je ne dis pas de bêtises aussi, on le voit sur l'affiche, c'est la première fois que tu signes R. Jonathan Lambert, parce que ton vrai prénom, c'est Rodolphe-Jonathan. C'est ça. C'est Rodolphe qui était aussi le prénom de ton père. C'est ça. Mon père s'appelait Rodolphe, il tenait absolument à une sorte de transmission, d'héritage. Voilà. Il m'avait dit, tu n'auras pas de château, mais tu n'auras pas de montre, tu n'auras pas de voiture, mais tu auras mon prénom. Et en fait, mes parents ne se sont pas entendus. Ma mère voulait m'appeler Jonathan, mon père voulait m'appeler Rodolphe. Et c'est l'une des grandes injustices, c'est que quand la femme accouche, elle reste à la maternité et l'homme va à la mairie pour déclarer l'enfant. Donc c'est un peu lui qui a les cartes en main pour... enfin, le final cut en tous les cas. Et je ne dirais pas qu'il l'a trahi, mais ils ont fait un kiff-kiff, un 50-50. Il a dit, OK, ça va être Rodolphe, Jonathan, comme ça, on est tous les deux contents. Mais c'est devenu... mon prénom usuel, c'est Jonathan. Et c'est vrai que quand mon père est parti il y a 2 ans et demi, il y a une sorte comme ça de résurgence, de besoin de porter fièrement ce prénom qu'il m'avait donné, parce que c'était une façon, d'une part, évidemment, de ne pas le renier, mais de prolonger, d'une certaine manière, l'existence de mon père. Et justement, tu disais aussi que pendant longtemps, tu as eu du mal avec ce prénom. Tu as préféré Jonathan que Rodolphe. Oui, parce que, si vous voulez, ma génération, Jonathan, c'est sûr que je suis dans les années 80. Jonathan et Jennifer Hart. Voilà, l'Amérique, ça faisait encore rêver. Donc, c'est sûr que s'appeler Jonathan dans la cour, c'était plus hype, plus sexy que Rodolphe. Moi, le seul Rodolphe que je connaissais quand j'étais gamin, c'était Rodolphe Lindt. C'était la pub au cinéma pour les chocolats. Il avait des grosses rouflaquettes comme ça. Ça devait être plutôt 19e siècle. Donc, c'était pas... fallait être très, très armé pour pouvoir assumer ce prénom-là. Enfin, en comparaison de Jonathan, ouais. Tu as dit que ton père ne t'a pas légué un château, mais je crois avoir compris que tu as légué une belle culture musicale. Ouais. Vous aviez beaucoup de disques à la maison. Ah ouais. Il y avait, je me souviens, il y avait au moins 2,5 mètres de linéaire de vinyle, puisque je suis aussi de cette époque-là. C'est hype maintenant. Et le soir, quand ils passaient nous voir, parce que mes parents étaient séparés, mais ils s'entendaient très bien, donc tous les soirs, ils passaient à la maison, ils se servaient à un verre, et moi, je lui mettais un disque. Donc, j'étais un peu le DJ de la tranche 6-9, enfin 18-19. et donc, je choisissais. Donc, j'ai été biberonné, effectivement, à ce qu'il écoutait, les Stones, Otis Redding, Bob Dylan, Randy Newman, c'est une collection de fous. Et même des trucs parfois assez pointus qui pouvaient verser, alors évidemment le rhythm and blues, mais vers des trucs jazz plus pointus ou même des trucs un peu punk parfois, ouais. Roxy Music, à l'époque, au tout début. Non, il y avait beaucoup de choses, ouais, beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est toi qui es le DJ chez Click. On t'a demandé de faire une sélection de clips. Et on va commencer par un disque très récent que tu as choisi, un clip de 2018. C'est Childish Gambino, Feels Like Summer. You can feel it in the streets.
Je vais teaser un petit peu le suite de ta sélection. Alors déjà, on voit que tu es un homme de goût parce que tu as fait une sélection très éclectique qui couvre plusieurs époques et plusieurs styles. Mais ça aussi, ça c'est l'héritage de mon père. Mon père était très très éclectique, j'en parlais. C'est-à-dire qu'il écoutait aussi bien du rock, du jazz que du rhythm and blues. Il y avait Rapper's Delight en vinyle à la maison, donc voilà, on était du classique aussi. Et ça, mon père m'a toujours transmis, mais dans tout d'ailleurs. C'était quelqu'un de très 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 ouvert, et c'est ce que je cultive encore aujourd'hui, d'avoir au moins la curiosité de goûter, de tester, quitte à ne pas aimer, mais de se lancer, ouais. Et c'est vrai que, ouais, Childish Gambino, on va voir par la suite, il y a des trucs qui sont plus old school, des trucs qui sont plus rock. Mais ce morceau en particulier, que j'ai connu non pas à travers le clip, mais la chanson en elle-même, il y a un truc qui est tellement... Et puis il porte bien son nom, Feels Like Summer, c'est-à-dire que là je l'ai beaucoup écouté, je l'écoute surtout l'hiver d'ailleurs, il y a un truc qui est assez réconfortant, c'est un petit hammam en fait, ce morceau quand on l'écoute. Tu as grandi dans le 16e arrondissement de Paris, tu as été scolarisé au très prestigieux lycée Janson de Sailly, dont l'un des élèves nous a récemment quittés, c'était le président Valéry Giscard d'Estaing. Ah, il en était aussi. Ouais. Bah, voilà. Vous voyez, moi j'ai arrêté ma vie, il est devenu président. Vous auriez peut-être pu vous croiser à la cantine à quelques années d'écart. Mais justement, quand tu évoques tout ça, je me suis souvent demandé quel type d'enfance tu avais eu. Oh, bah, pas une enfance malheureuse, parce que j'avais une famille hyper cool. J'ai évidemment grandi dans un milieu qu'on appelle bourgeois, aisé, parce que le 16e, Janson. Mais d'ailleurs, je parle beaucoup du 16e dans mon nouveau spectacle. Hein. C'est ce que je dis, personne ne court dans le 16e, on marche ou on boite. Voilà. Il y en a même qui roulent, mais pour d'autres raisons. C'est un arrondissement qui a son charme. Voilà. On sait qu'à partir... Le confinement, en fait, n'a rien changé dans le 16e, il faut le savoir. Hein. C'est un arrondissement qui est de toute façon confiné à l'année. Il faut souvent marcher 1 kilomètre pour trouver un bar ouvert le soir. Donc, mais ce charme un peu désuet, un peu calme... Ouais, j'en parle beaucoup dans le. Donc, quel enfant j'étais, c'est ça la question ? Parce qu'on a évoqué ton père, mais ta mère a été styliste, elle était peintre aussi. Ouais. Donc, j'imagine une enfance dans un milieu, dans un environnement classique, mais où quand même ta créativité a dû être pas mal stimulée. Oui, parce que c'était un milieu, je disais bourgeois, mais bohème, alors pas au sens bobo aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vrai que mes parents, quand il y avait un peu de rond qui rentrait, c'était pour le dépenser. C'était l'époque où ils allaient toujours au resto. Ils calculaient pas sur qu'est-ce qu'on fera plus tard. D'ailleurs, ils me laisseront rien, je vous le dis. Mais ça me va très bien. Ce qui me laisse justement, c'est leur esprit et j'en demande pas davantage. Plutôt l'esprit que la moula. Exactement. C'est bien résumé. Tout à l'heure, tu as dit que Childish Gambino, c'était comme un petit hammam pour toi. Ouais. Y a des vidéos sur Instagram dans lesquelles on peut voir l'effet que te suscitent certaines musiques. On va regarder un petit extrait. Alors, je vais vous dire, comment c'est parti ? En fait, ma femme, à chaque fois que son téléphone sonnait, je crois que c'était marimba, sa sonnerie. Je me dandinais. Et puis, au bout d'un moment, je sais pas, j'aimais bien cette petite danse que je faisais. Je l'ai filmée une première fois. Et puis, ça a suscité, en tous les cas, une demande, hein, un appel au bis repetita. Alors, voilà, comme je suis assez con, j'ai répondu. Enfin, en tous les cas, quand on me demande de faire quelque chose et qu'on me le demande gentiment, je le fais. J'ai un petit peu... sérialiser les sonneries. D'ailleurs, il faut que je refasse, ça fait longtemps, on me redemande. Ouais. Mais j'aurais beaucoup... Sincèrement, je suis un fan de danse. Je suis un fan de danse quand je vois dans les clips, quand ça danse, quand je vais voir des spectacles et que ça danse. C'est un de mes regrets. Si j'avais pu danser, si j'avais pu prendre... À mon époque, pour schématiser, c'est vrai qu'un garçon, quand on avait 12-13 ans, c'était compliqué de dire j'ai envie de faire de la danse. J'avais pas spécialement envie, j'ai découvert en fait la danse très tard. Mais quand je voyais des clips et je voyais des mecs ou des nanas danser, je me dis mais qu'est-ce que c'est jouissif ce truc où le corps est totalement porté par une musique, c'est libérateur, et puis quelle abnégation, parce que quel travail. Et en plus, c'est le travail qui ne doit pas se sentir, la danse. C'est ça qui est formidable. On doit sentir quelque chose de tout à fait naturel. Et en même temps, on sait que les danseurs, c'est un travail de titan.
Mais dans tes vidéos, le travail ne se sent pas en tout cas. Non, il ne se sent pas. Après, est-ce que c'est bossé? Je ne sais pas. Comme on est chez Click, on a commencé avec un morceau de rap. Ouais. On va continuer avec un autre morceau de rap que tu as choisi. Un gros classique, c'est All Caps de Matt Villain, qui date de 2004. And you know it like a poet, like baby doll. I bet she tried to say she gave me her all. She played ball. All bets off. The villain got the dice rigged. And they say he accosted the man with the sliced wig. Allegedly, the investigation is still ongoing. In this pesky nation, he got the best con flowing. The pot doubles. Now they really got trouble. Alors, comment tu as connu cet album-là? Bah, encore une fois, parce que je suis très ouvert. Moi, j'aime beaucoup le hip-hop. Quand ça sort de la case des codes ou des repères trop, comment dire, trop codifiés. Donc c'est le cas. Mais je parle Trippie Redd, par exemple, c'est un artiste. Voilà, je suis fou de Trippie Redd. Alors ça me paraît très bizarre de voir un mec du 16e avec une cravate qui me trie. Mais je suis fan de son univers parce que ça déborde, ça va au-delà du. D'ailleurs, c'est pas spécialement du rap. Hein, ça va un peu vers même le hard rock, le gothique. On sait pas où ça va. Il y a qu'à voir sa gueule. De toute façon, on sait pas où elle va, sa gueule. Et c'est génial. Il y a une créativité. Ces clips, je sais plus comment s'appelle la chanson, Topanga. C'est une chanson, je ne m'en lasse jamais. Et je retrouve ça aussi avec Tyler, the Creator. Je trouve ça même avec Ray Schremer. Je trouve que c'est des sonorités, il y a quelque chose qui est différent. Après, j'ai pas une grande culture non plus, hein. C'est peut-être, je fais mon malin, mais je trouve qu'en tous les cas, ça sort un petit peu des trucs attendus. Et du coup, Et puis, c'est pour ça aussi que moi, j'ai toujours été fan de Prince. C'est que ce sont des gens qui sont... ils font de la... Finalement, c'est une certaine forme de fusion, quoi. C'est des gens qui s'imprègnent de plein de musicalités différentes. Et ça donne un résultat qui est beaucoup plus riche pour moi. Alors, on va spoiler la suite des clips. Tu t'es fait un petit délire, tu as choisi que des clips en animation. Ouais. Et c'est très bien, parce que ça nous fait une émission très cool. Pour les enfants. C'est les studios. Click and chill, Gulli. On va parler de tes personnages justement pour les enfants juste après. et moi, le tiré que je vois un peu dans tes goûts musicaux et ta carrière, c'est que tu aimes bien justement les gens qui sortent des cases, qui sortent des codes, tout en restant très produit, très pointu, mais il y a une volonté toujours d'exposer un carcan établi. Oui, et puis surtout un univers. Moi, j'aime bien quand un artiste impose un univers, parce que ça crée à lui-même une sorte de genre. Encore une fois, Tyler, the Creator, ce qui est génial, c'est qu'au-delà de ses chansons, on voit le gars, ses clips sont merveilleux, les costumes, on n'a qu'une envie. Moi, j'adorerais m'habiller comme lui. Bon, lui, il le porte certainement mieux que moi, mais je trouve que ça devient une entité et un univers. Et c'est ce que j'aime chez les artistes. Trippie Redd, la même chose. Plus difficile de s'habiller comme Trippie Redd ou de se faire la même coupe de cheveux, mais j'aime aussi parce que, ce sont des gens qui imposent finalement leur monde et leur vision du monde. C'est un artiste. Chaque fois, c'est des artistes totaux où même leur vie devient presque une performance. Ouais, absolument. Après, moi, j'ai du mal un peu à exposer ma vie privée, mais en tous les cas, c'est une sorte de voyage. Et le clip qu'on vient de voir, d'ailleurs, pour moi, dans les clips, parce qu'on l'a dit, ce sont que des clips d'animation, mais je pense que celui-là, il est en tous les cas dans le top 3 dans la création vidéo, dans l'image. Il est dingue ce clip. Réalisé par James Reitano de PFU Studio, qui n'a pas fait grand-chose à part ça. Mais bon, après un truc comme ça, on peut se retirer. MF Doom, Madlib, Matt Villain. Forcément, si tu évoques un rappeur avec un masque, tu sais que je suis obligé de t'en sortir un autre. Tu la vois, ma transition? On va regarder tout de suite. On va écouter un morceau de rap français auquel tu as participé. Je dédicace ces rimes avec amour pour tous les MC que j'ai croisés, ceux que je croiserai un jour. J'ai ce message: ne me parlez pas. Baise les gens. Baise les gens. Alors, le baiser qu'on entend en sample, c'est toi, en fait, c'est un de tes personnages. Ouais. C'est Damien Béizé. Damien Béizé, ouais. En fait, Fouzzati du Club des Losers est venu me voir, c'était, je pense, il y a 20 ans. Hein. Il est venu me voir et il m'a dit j'aimerais
j'aimerais sampler un baiser pour le mettre dans un de mes morceaux. Bon, j'ai dit oui, bon d'accord, et alors, il est venu avec son enregistreur, hein, il n'y avait pas de dictaphone iPhone à l'époque. Je lui ai fait une série de baisers, hein, une variation, on va dire, une symphonie même. Je ne voyais pas du tout ce que ça pouvait donner, et puis j'ai découvert sa musique, et j'étais très heureux, parce que là aussi, on a un artiste qui... Je l'aurais bien choisi, mais il y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de clip d'animation avec le Club des Losers. Mais je trouve encore une fois que c'est très intéressant, d'abord parce que les textes sont d'une noirceur, mais en même temps très très drôle. Très très bien. Et que musicalement, il va sampler, il va chercher, parce qu'il a de grandes connaissances musicales dans le jazz notamment, et il va chercher effectivement ça peut aller vers la musique d'ascenseur, des trucs très avec encore le petit grain des années 70-80, et il réadapte ça au goût d'aujourd'hui, et je trouve ça aussi très très fort. Fusati, donc le Club des Losers, il a sorti un nouvel album récemment qui s'appelle Vanité. Pour accompagner le lancement, il a édité un magazine avec des journalistes de SoPress, Society. Et dedans, tu interviens et tu racontes qu'une fois, il t'a invité à un concert. Et qu'apparemment, c'était au-delà de toi, ce que tu avais pu voir déjà sur scène. Ah bah, c'était mon kiff, parce que il me dit, est-ce que tu veux... On va faire, évidemment, si un jour tu veux venir en live pour faire Damien Bézé, moi, je trouvais que la proposition était assez marrante. Alors, il avait mis en scène le truc, c'est que c'était sur un album un peu concept, je ne sais plus quel album, où entre chaque morceau, il appelle sa petite copine versaillaise, enfin sa petite copine, il aimerait que ce soit sa petite copine versaillaise, et à chaque fois, elle l'envoie chier gentiment. D'ailleurs, tous ces petits interludes sont à mourir de rire, parce qu'ils sont d'une vérité, et c'est à la fois hyper gênant. On a l'impression qu'il a vraiment enregistré une discussion tellement c'est bien joué. Et donc, à chaque fois, il se fait bouler par la nana, et donc le morceau, c'est un petit peu sa vengeance du mec mal dans sa peau qui n'ose pas affronter la réalité. Et pour scénographier ça sur scène, il y avait donc une jeune fille en collier de perles sur un petit fauteuil dans un coin de la scène, tout mignon, tout bourgeois. Et à un moment donné, il y a le lâcher de Damien avec les infirmiers. Et quand j'étais en Damien, ce qui fonctionnait, pour que ça fonctionne, je disais au gars qui tenait la corde, je disais, je vous préviens, moi, si vous ne tenez pas, je fonce. Oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, c'était un obsédé, une espèce d'obsédé sexuel détraqué, qui était tenu par des cordes, des laisses, par des infirmiers. Voilà, et à chaque fois qu'il avait été créé sur Comédie, dans la grosse émission, et on faisait une sorte de quiz, et à chaque fois que la fille répondait mal, on lâchait 1 mètre de corde. Et puis là, l'idée, c'était d'avoir Damien Bézé sur scène, qui faisait les baisers, évidemment, mais le public... C'est-à-dire que j'ai vécu ce que c'est une scène de concert, parce que c'est pas la même chose quand on fait du seul en scène théâtre. Et c'était délirant. Et il y avait une sorte, c'était les Jeux du cirque, parce que les gens avaient envie de voir le lion bouffer le gladiateur, sauf que là, c'était Damien Bézé sauter sur cette pauvre petite Versaillaise qui n'avait rien fait et rien demandé. Sur la pochette de Baise les gens, c'est un autre de tes personnages qu'on voit, c'est Gribouille. Ah oui, Gribouille, ouais. Gribouille, qui est inspiré des émissions pour enfants et qui dessine. Et j'étais très heureux parce que Gribouille a repris du service récemment, au moment du déconfinement. Ah oui, c'est vrai. Bonjour Gribouille. Aujourd'hui, vous allez réaliser un dessin pour fêter le déconfinement. Oh, mais qu'est-ce que vous faites, Gribouille? Mais enfin, mais c'est une vache! Oh, il y avait pourtant bien des choses à dessiner. Savez-vous qu'aujourd'hui, ce sont des milliers de commerces qui réouvrent leurs portes pour nous faire shampouiner le cuir? Ah, ça, on en avait bien besoin. Ah, mais attendez, Gribouille, je crois comprendre. Ah, oui. Mais oui, c'est bien ça. C'est un client qui attend paisiblement son tour dans un salon de coiffure pour se faire couper les cheveux. Oh oui, d'accord, mais alors, attendez, cette goutte de pipi, amiga, qu'est-ce que c'est? Ah oui, je comprends. Ben oui, c'est le shampoing. Ah oui, une coupe de cheveux, c'est toujours mieux quand ils sont propres. Merci, Gribouille. Et bon déconfinement à tous. Alors, pendant très longtemps, comme je l'ai dit en intro de cette émission, tu as joué des personnages borderline, notamment à l'émission de Laurent Ruquier sur France 2 pendant plusieurs années. Il se trouve que dans notre équipe, il y a un caméraman qui s'appelle Thierry qui bossait sur les émissions à l'époque. Ouais, on s'est vu, ouais. et qui m'a confirmé quelque chose que moi je ressentais en tant que téléspectateur, mais il m'a confirmé que c'était aussi le cas en régie. C'était que le moment où tu rentrais en plateau, il y avait une espèce d'appel d'air de qu'est-ce qui va se passer, parce qu'il est capable de tout faire. Il est capable d'y avoir tout peut arriver. Est-ce que c'était pas ça le plus kiffant, justement, dans l'exercice?
Alors, pour être très honnête, moi, je le ressentais pas comme ça parce que j'avais un trac. C'est l'exercice qui m'a le plus foutu d'angoisse, de trac. J'étais à 2 doigts de vomir à chaque fois. Ah ouais? Ben oui, parce que même si je l'ai fait pendant 4 saisons, à chaque fois, il n'y avait pas de repère. J'avais pas créé un personnage qui revenait avec des acquis où on savait que ça, la signature, elle fonctionne, que ce gimmick, il fonctionne. Comme c'était de créer aussi des costumes, une gueule, une façon de parler, un nouveau texte, tout était remis en jeu. C'est pour ça aussi que c'était inégal, pour être honnête, et qu'il y a eu des flops et qu'il y a eu des moments merveilleux. Mais comme je ne savais jamais véritablement si ça allait fonctionner, j'y allais à chaque fois, je serrais les fesses, j'étais pas bien. Donc ce qu'on pouvait ressentir en tant que spectateur, tant mieux. Mais moi, j'y allais la queue entre les jambes, comme on dit. Hein. J'étais pas bien. Pas bien. Et quand ça se passait bien, à la fin, j'étais heureux. Mais je vous assure, c'est l'exercice qui m'a le plus fait mal. Je sais pas comment dire. Ouais. Parce qu'on a évoqué ta jeunesse, on l'a pas dit, mais tu as fait le cours Florent. Ouais. Enfin, quelques mois. Hein. J'ai cru comprendre que tu te destinais à la base à une carrière de comédien. Ouais. J'essaye toujours. C'est plutôt réussi quand on voit le spectacle. Bon. La route est longue encore. Oui, et puis apparemment, c'est une espèce de hasard à demi qui t'a fait arriver en télé. Mais je voulais revenir sur les personnages. Comme on l'a dit en intro, les gens ont souvent cette image du personnage trash. Mais moi, je trouve que dans tous tes personnages, il y a beaucoup de tendresse à chaque fois. Oui, c'est vrai, parce que finalement, ce sont souvent des losers, et finalement, on peut s'y retrouver toujours. Il y a toujours des moments où on est un peu ces personnages-là. Alors bon, Damien Bézet est peut-être un peu l'exception, mais tous les personnages, puis surtout chez Ruquier, comme c'était entre guillemets, des vrais personnages, même s'ils étaient caricaturaux, mais le postulat, c'était toujours le même. On était face à un invité. S'il était sur le plateau de Laurent, c'est parce qu'il est en promo, il avait réussi. Donc en gros, c'était de dire, voilà, toi, t'es devenu le chanteur, l'acteur, le sportif qu'on connaît, et moi, le comptable ou le peintre qu'on ne connaît pas. Donc il y avait une tendresse à mettre en lumière ces gens qui avaient moins réussi que l'invité. Dans ton spectacle Rodolphe, que tu vas jouer du 17 au 31 décembre à l'Européen, pour la première fois, il n'y a pas du tout de personnage. C'est toi qui te mets en scène. T'es pas caché derrière un masque. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Le propos du spectacle faisait que... Alors, d'une part, le propos du spectacle faisait que j'avais pas envie de passer à travers des personnages, parce que c'était quelque chose de beaucoup plus sensible, beaucoup plus intime, et il n'y avait pas de raison. Soit j'y allais à 100% et je me racontais, pas par le truchement de personnages, sinon ça n'avait pas beaucoup de sens. Et puis aussi parce qu'il faut se renouveler. Et mieux vaut faire envie que pitié. Moi, j'ai arrêté au bout de 4 ans chez Laurent. C'est moi qui ai pris cette décision parce que, après avoir fait près de 150 personnages, j'avais essayé les femmes, les hommes, les gros, les petits, les maigres, les boutonneux, j'ai même fait une valise ou des martiens. Il y a un moment donné, on se dit bon, est-ce qu'on va pas tourner en rond ? Donc, j'ai préféré arrêter pour que ça reste un bon moment et pour moi, et pour les spectateurs, et pour Laurent et toute l'équipe de l'émission. Tout ça pour dire que ce spectacle-là aussi, j'avais envie de vraiment tirer un trait sur les personnages, parce que sinon on s'enferme. Et puis ça marche un temps, mais le public aussi. Parfois il est dérouté, il dit « Ah tiens, c'est pas ce que je connaissais ». Mais je pense aussi que c'est l'amener ailleurs. Sinon, c'est comme un chanteur. Si on fait à chaque fois le même album, au bout d'un moment, ça s'épuise. Bon, on va regarder un autre clip d'animation que tu as choisi, qui a marqué un tournant justement dans la carrière des artistes en question. Aujourd'hui, c'est les 40 ans de la mort de John Lennon. Ouais. On va regarder Eleanor Rigby des Beatles. All the lonely people, where do they all belong? Ah, look at all the lonely people. Ah, look at all the lonely people. C'est ce qu'il y a de fascinant sur ce scopitone, hein, puisqu'on appelait ça comme ça à l'époque, c'est que n'importe quel DA ou créa aujourd'hui qui bosse sur du numérique, il voit ça, ses bras tombent, quoi. C'est d'une modernité, c'est d'une beauté, c'est en plus, bon, évidemment, en plus c'est intemporel. C'est totalement intemporel. On se sert de ça encore aujourd'hui. Le rapport comme ça du presque noir et blanc avec la couleur, et le film entier, Yellow Submarine, je l'avais vu, j'étais petit. Parce que ça date quand même, il faut savoir. Ça, 66. Voilà, j'allais dire, c'est les années 60, 66. Donc on est à plus de 50 ans. Non, mais c'est fascinant de voir qu'un truc comme ça est aussi actuel, moderne, et même
Même Ouais, la chanson, même le morceau. Et la chanson, évidemment, moi, en plus, c'est une de mes chansons préférées des Beatles. Mais il y a toujours eu cette guerre, on le sait, entre les Beatles et les Stones. Il y avait les deux à la maison aussi. Moi, j'ai toujours été plutôt Stone. Et en vieillissant, je me rends compte que les arrangements, la richesse, l'ouverture, l'incursion, effectivement, de sonorités très, parfois, différentes, exotiques, symphoniques chez les Beatles, fait qu'il y a quelque chose de, finalement, certainement plus créatif, plus novateur, sur le plan, en tous les cas, de l'harmonie et de la musique. C'est aussi un trait commun que je vois dans ta sélection, c'est que la plupart des artistes qu'on a évoqués, musicalement, il y a une vraie recherche, il y a une vraie production. Et il y a beaucoup d'arrangements. Dans les morceaux que tu as choisis, il y a beaucoup de structures d'arrangements qui changent, des variations énormément. Et même au sein d'un morceau, le morceau se renouvelle au fil de son déroulement, quoi. Bah ouais, c'est ce que j'aime aussi, c'est quand il y a des ruptures. Et après, moi, j'ai bossé un peu sur ce qu'on appelle les harmonies, qui deviennent presque des maths, mais c'est formidable quand dans un morceau, et un prof de musique, un prof d'harmonie peut vous l'expliquer, on sait que quand on est sur telle tonalité, on est dans telle gamme, donc a priori, l'accord qui va suivre, ça peut être celui-ci ou celui-là, mais il y a aussi un autre accord qui peut amener vers une autre gamme, et donc ça crée des ruptures. Alors c'est un peu technique, mais bizarrement, c'est un truc qui, à l'oreille, paraît naturel. Et ce qu'il y a de formidable, c'est quand on se sert de ces harmonies pour pour surprendre finalement l'écoute. Et les Beatles, évidemment, ont su jouer de ça. Ouais. On va regarder un autre clip de rock, d'animation, de Pink Floyd, Ouais. Another Brick in the Wall, 1979, et on va en parler juste après. Question très simple. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as vu The Wall ? Ouais, alors, c'est assez amusant parce que mon père, pour le coup, était pas fan des Pink Floyd. Alors qu'il y avait toute la culture, enfin tout ce qui côtoyait, c'était plutôt on va dire la même époque, le même genre. Mais les Pink Floyd, il n'a jamais été sur ce versant-là. Donc j'ai découvert chez des potes. Et c'est vrai que quand j'ai vu le film, alors il y a évidemment ce morceau qui est le morceau que tout le monde connaît, avec la basse, la puissance de la basse, boum, qui, quand elle arrive, à chaque fois qu'on l'entend, on se dit... Et puis ce film, alors qui, pour le coup, mélange de l'animation dans l'incursion du réel, ça aussi, c'est quand même hyper novateur. Et alors les personnages sont à la fois terrifiants, angoissants. Il y a des visions, à mon avis, qu'on comprend mieux quand on est dans un autre état, certainement. Mais ouais, c'est pareil, on est dans quelque chose d'intemporel, là. Intemporel. The Wall, pour ceux qui ont la malchance de ne pas l'avoir vu, ça raconte beaucoup la révolte des gamins contre l'institution scolaire. Le point commun que je vois entre Eleanor Rigby, qui raconte l'histoire d'une vieille dame qui meurt seule, Ouais. auquel les Beatles rendent hommage, même si elle n'existe pas. Bon, ça me fait un peu penser au personnage que tu as évoqué juste avant. Mais le point commun que je vois entre Eleanor Rigby, The Wall et ton humour, c'est des critiques très acides de nos sociétés, de l'individualisme, Oui. de tout ce qui fait... Attends, j'essaye de faire le journaliste. Ouais, mais non, mais après, alors moi, peut-être, hein, mais ça doit être inconscient, parce que j'ai jamais cherché à faire passer un message. Je suis très heureux, déjà, si je fais marrer. Je me pose pas plus de questions que ça, à travers mes personnages, ou à travers ce que j'écris quand je parle pour moi, Est-ce qu'inconsciemment ça parle de ça ? Je sais pas. Être révolté, de toute façon, il y a toujours une part de nous qui est révoltée, mais c'est tellement évident que si on le dit, il faut faire quelque chose. Sinon, il faut même pas le dire. Donc moi, je préfère fermer ma gueule. Moi, c'était par rapport à une espèce d'absurdité que vous pointez tous des sociétés. Ah, mais de toute façon, les gens qui se retrouvent à mourir isolés, les gens qui se retrouvent à devenir formatés. Mais évidemment que si on s'arrête 2 minutes et qu'on regarde et qu'on analyse la situation, quelle qu'elle soit, et puis il y a des gens qui sont dans un dénuement total aujourd'hui, en fonction de là où ils vivent, ou même en France, on le sait, ça peut être un voisin. Le monde est absurde. De toute façon, à partir du moment où on accepte cette règle de jeu de se dire on est, et puis il y a un moment donné, on va plus être là, déjà c'est quand même très très angoissant, puisqu'à priori on est le seul animal à être doté de cette conscience-là. Il faut quand même vivre avec ce truc.
Voilà, donc après, on fait avec ces angoisses, avec cette peur-là, avec ce qui se passe au moment présent, avec le matériel, ce qu'on peut ressentir. Moi, j'avance, je ne me pose pas trop de questions et surtout, beaucoup de dérision. Beaucoup de dérision. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses horribles que même les choses horribles, évidemment, moi, j'essaye de rire avec. Et pas que les choses qui arrivent aux autres, les choses qui m'arrivent. C'est le propos du spectacle aujourd'hui. Moi, Exactement. je parle beaucoup de ce qui m'est arrivé, des épreuves. Dans ce spectacle, c'est la première fois, encore une fois, que je me raconte. Et si je l'ai fait, c'est parce qu'il me semblait qu'il y avait certainement une résonance avec ce que je pouvais raconter et que tout le monde pouvait s'y retrouver. Parce que oui, le deuil, les épreuves, la maladie, grandir, machin, c'est des choses... malheureusement, on est amené un jour ou l'autre à les côtoyer de près ou de loin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se plaint? Est-ce qu'on le soigne? Il y a des gens qui le font très bien, je ne sais pas le faire. Ou est-ce qu'on en rigole? Voilà, moi, je me suis dit, c'est peut-être là où j'y arriverai le mieux. Est-ce que justement, le rire, c'est pas la façon pour toi de te soigner? En tous les cas, c'est me soigner. Je ne sais pas si je suis malade, mais en tous les cas, pour moi, c'est une politesse. Voilà. C'est ce que m'a un peu transmis mon père. C'est l'humour, finalement, c'est un peu la politesse du désespoir. Il y a un moment donné, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une situation, elle est comme ça. On pleure ou on se marre? Finalement, allez, on va se marrer, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire et ce sera mieux comme ça. Alors, on va regarder un clip pour se marrer un petit peu. Ouais. C'est Sébastien Tellier, c'est Look. Ah oui, ce clip, il est génial aussi. Très hypnotique. Puisqu'on parle de fesses féminines, j'aimerais aborder un fantasme que tu abordes dans ton spectacle. On va regarder il y a une photo qui va apparaître à l'écran. Est-ce que tu reconnais cette personne? Waouh! C'est une ancienne première dame. Une ancienne première dame. Donc, elle est magnifique. Danielle Mitterrand. C'est Danielle Mitterrand. Très, très belle sur cette photo. Moi, je n'ai connu que la version vintage, parce que quand il a été élu, je pense qu'elle avait déjà, en tous les cas, pas cet âge-là. Elle est magnifique. Très, très belle photo. Ouais. Oui, enfin... bon, alors après, c'est délicat, parce que ce que je raconte n'est pas forcément de bon goût, pour les gardiens du bon goût, en tous les cas. Voilà. Tu racontes avoir eu un crush, pour parler gentiment, sur... Non, mais voilà, c'est-à-dire que j'évoque... En fait, c'est plus une façon de rappeler avec nostalgie quelles étaient les femmes qui nous faisaient fantasmer à cette époque-là. Donc, c'était la période du Grand Bleu, donc il y avait évidemment Rosanna Arquette, encore Sophie Marceau, et puis je cite Danielle Mitterrand. Mais très très belle photo, donc elle est magnifique, magnifique. Du coup, j'avais raison. Est-ce que tu sais qu'il y avait une autre première dame qui avait été dans ton lycée aussi, à Janson de Sailly, quelques années juste avant toi? C'était Carla Bruni. Oh, ah ouais? Ouais. Merde, putain, mais j'ai raté tout le monde. T'as tout raté, mais... J'ai pas vu VGE, j'ai pas vu Carla. Mais je non, vais être plus jeune, en fait. Dans quelques années, les gens diront, mais attends, j'étais dans le même lycée que Jonathan Lambert. Ah, je savais pas du tout. On va regarder ensemble une reprise acoustique d'un autre titre, mais c'est pas par Sébastien Tellier, c'est un autre chanteur que les gens ne connaissent pas trop, mais qui a beaucoup de talent. Feels like I'm knocking on the heaven's door. Knock 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 on the heaven's door. Allez, on fait la paix. Monsieur Lambert, dans votre spectacle... C'était pour mon châle, je précise. Oui. Alors, quelle est ta relation avec ton châle? Puisque tu en parles beaucoup. C'est parti d'un truc très simple. Quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, comme je suis un petit peu vieille école, on me disait, mais oui, mais il faut que tu mettes des trucs plus... Je disais, moi, je vais pas mettre la photo de mes enfants, je vais pas dire où je pars en vacances, je vais pas photographier ce que je bouffe. Pour moi, ça m'intéresse pas, donc je vois pas pourquoi ça intéresserait les autres. Ils me disent, par exemple, il y a un truc qui me plaît beaucoup, tu as un animal de compagnie, si tu as un chat, tu mets les photos de ton chat, les gens adorent. Et j'ai répondu, j'ai pas de chat, mais j'ai un châle. Et j'ai vu dans le regard de la personne à qui je disais ça qu'elle trouvait ça pas spécialement drôle, mais qu'elle comprenait pas non plus pourquoi. Et moi, je me suis dit, tiens, après tout, personne ne le fait.
Tout le monde met des photos de son chat, personne ne met des photos de son châle. Donc j'ai commencé à faire une sorte de rom-com avec mon châle, avec toutes les situations qu'on pourrait avoir avec un chat, mais moi c'est avec un châle. Voilà. D'ailleurs, on voit ton châle te griffer sur certaines photos. Mon châle me griffait, mon châle montait sur un arbre, aller sur la gouttière, je donne du lait à mon châle qui traverse sans regarder. Ah oui, il y en a eu pas mal. Mais tu as bien détourné l'attention parce que ma vraie question de base, c'était pourquoi cacher ce talent pour la chanson et la musique? Oh non, talent, parce que là, c'est 3 accords. Hein, non, mais je le cache pas, mais faut être un peu meilleur que ça pour faire carrière, j'imagine. Mais j'avais monté un groupe quand j'avais 17-18 ans. Ça s'appelait Article 1. J'aimais bien le... Pourquoi? Je sais pas, je trouvais que ça sonnait bien. Il y avait un truc Article 1, c'était pas le 2, le 3, le 1, c'était vraiment le truc fondamental. Alors, guitare, basse, batterie, très pop-rock. Et on avait composé, j'avais écrit quelques chansons. Ouais. C'était en français ou en anglais? Il y avait les deux, parce qu'on visait une carrière internationale. Normal. Alors, on répétait, je me souviens, au studio, boulevard Ornano, studio Ornano. Et c'était le dimanche matin. Et ça sentait la bœuf quand on arrivait. Il y avait beaucoup Enfin, il y avait plein d'autres groupes. Et oh là là, c'était des souvenirs. Je pense que l'odeur, vous savez, on sait que le sens qui a le plus de mémoire, c'est... Je me souviens précisément de l'odeur du studio quand on rentrait. Ça sentait la bœuf, mais je sais pas si... Enfin, tout le monde fumait, quoi. Pas moi, hein. Attention, pas moi. Il y a prescription, de toute façon, maintenant. Il y a prescription. Ne fumez pas trop, c'est mauvais pour la santé. J'ai menti en disant que tu cachais ton talent pour la musique parce que... J'en dévoilerai pas plus sur le spectacle, mais dans le spectacle, à un moment, on te voit jouer d'un instrument dans une situation particulière, mais j'invite les gens à aller voir le spectacle pour découvrir de quoi il parle et de nous en parler ensuite. On a parlé de musique, tu t'intéresses aussi beaucoup à l'art contemporain. Ouais. Et depuis ce confinement, tu as créé un programme court avec une galerie parisienne, la galerie d'Emmanuel Perrotin, qui s'appelle 4 minutes 17 et dans laquelle tu démocratises l'art contemporain et l'art en général. Tu parles d'actualité. On regarde un tout petit extrait et on s'en reparle juste après. Ok. Oh, voilà qui est bien étrange. Des poils. Ah, mais je reconnais ça, c'est du chat. C'est même du gros matou. Ah bah oui, ça y est, je capte. C'est Philippe Gueluc qui m'a donné l'adresse de son kiné, donc forcément, la dernière fois qu'il est venu, il a dû laisser quelque chose. Tiens d'ailleurs, vous savez qu'il fait en ce moment une expo à Rodez, au musée Soulage? Alors quand le gros chat gris rencontre le maître du noir, ça mérite une interview miaou. Philippe Gueluc, miaou miaou. Philippe Gueluc, bonjour. Ce qui est étonnant dans cette exposition, c'est que vous tournez en dérision l'œuvre de Soulage. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Comment il l'a pris? Miaou miaou miaou. Miaou, miaou. On s'est rencontrés plusieurs fois et une vraie amitié nous lie. Il m'a dit qu'il appréciait mon travail et que je le faisais rire. C'est pour moi le meilleur passeport pour continuer à produire des hommages mêlés de respect et d'insolence. Alors je tiens à dire que j'aime beaucoup ce programme. Merci. Parce que vous réussissez quelque chose de rare, c'est de rendre accessible un domaine qui fait un petit peu peur aux gens. Ah ouais. Oui, j'avais dans l'idée depuis longtemps de faire un programme qui se consacrerait à l'actualité de l'art, parce qu'effectivement, c'est une de mes passions, et je passe mon temps dans les musées, dans les galeries, et à chaque fois que je voyage, le premier truc que j'essaie de visiter, c'est l'expo ou le musée. Mais les diffuseurs sont assez frileux, parce qu'ils n'arrivent pas à imaginer un rendez-vous qui soit autre qu'un rendez-vous culturel, hyper scolaire, sérieux, et donc finalement chiant, pour être honnête, parce qu'on en a besoin en même temps, c'est légitime et on ne vous reprochera jamais de parler de culture. Mais trouver un truc qui, au contraire, comme vous le disiez, démocratise, vulgarise même, pour toucher un autre public plus jeune ou qui en s'en fout. Et moi, je comprends aussi tout à fait les gens, quand ils rentrent dans une galerie ou dans un musée, qui voient un monochrome ou une installation conceptuelle, qui disent « mais attendez, on se fout de ma gueule ». Parce que si on leur montre un truc aussi brutal, aussi conceptuel, de manière aussi brutale, sans explication, eh ben, y a pas, voilà, il peut y avoir une forme de rejet. Donc il faut parfois accompagner les gens et ça peut passer justement par l'humour. Donc l'idée, c'est ça, c'est de dire, voilà, il y a des artistes, vous en aviez peut-être jamais entendu parler, ben, on va le voir différemment. Emmanuel Perrotin, il représente des artistes très connus, comme, je parle pour les plus jeunes d'entre eux, je parle de JR, de Takashi Murakami, de Daniel Arsham, entre autres, de Mauricio Catlan. Et quelque chose que vous partagez tous les deux, je trouve que vous êtes tous les deux pointus, exigeants, mais vous avez tous les deux une vraie volonté d'ouverture vers le grand public. C'est quoi le secret pour concilier l'exigence sans être snob?
Ouais, c'est exactement ça. Emmanuel, en fait, on se connaît depuis longtemps. Moi, je l'ai connu quand il avait sa galerie, je crois que c'était sa deuxième galerie en face de Beaubourg, où effectivement, il dormait dedans parce qu'il n'avait pas de blé pour se prendre un appart. Il avait tout mis là-dedans. Et il vient d'un milieu assez simple. Enfin, je ne connais pas toute sa vie, mais voilà, je sais que c'est à peu près ça. Et il a toujours eu envie, effectivement, de partager finalement sa passion et de ne pas en faire une chapelle pour les happy few, pour les nantis, pour les snobs. C'est un milieu, il ne faut pas se cacher, qui est quand même, je me suis déjà retrouvé dans des vernissages, c'est assez caricatural, c'est l'image qu'on peut s'en faire. Donc il faut essayer de montrer autre chose parce que, fort heureusement, ça n'est pas que ça. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que parfois, vous n'êtes pas du tout sensible à l'art en général, pas forcément contemporain, ça peut être, ou pas parce que vous êtes plutôt figuratif qu'abstrait, et vous ne savez pas pourquoi, vous pouvez avoir un choc, ce qu'on appelle un coup de foudre face à une toile, et a priori, c'est pas ce que vous aimez, et ça vous parle, et ça vous rentre dedans, et ce sont des émotions qui sont géniales. Enfin, moi, je les ressens, et tout le monde peut avoir ce choc-là. Donc j'engage. Il faut quand même savoir qu'une galerie, c'est gratuit. Il y a plein de gens, ils ne sont jamais rentrés dans une galerie parce qu'ils ne savent pas qu'on peut juste rentrer, se faire une expo gratuitement. Et il y a des galeries comme Perrotin, mais il y en a plein d'autres, il ne faut pas parler que de lui, qui sont des gigantesques espaces, qui vont vous faire une rétrospective d'un artiste qui est parfois peu connu ou déjà très connu. Et au pire, vous allez perdre 5-10 minutes à faire le tour dans la galerie. Vous ne m'aurez pas plus con, et ça ne vous aura rien coûté. Et vous aurez peut-être appris ou ressenti beaucoup de choses. Cet appétit de culture, je pense que c'est tes parents qui t'ont aidé à le recevoir. Qu'est-ce que toi, tu aimerais transmettre au public? Waouh, je ne sais pas si j'ai... transmettre au public, déjà, si je peux... Moi, on va dire que le dénominateur commun dans tout ça, quand je fais 4 minutes 17, quand je monte sur scène, quand je joue, quand je fais mes sketchs à la télé ou quand je joue dans de la fiction ou même au théâtre, fiction, télé, cinéma ou au théâtre, c'est la comédie. Voilà. C'est toujours ce qui a dicté mes choix. Donc à partir du moment où je peux avoir un peu de fond, mais servir tout ça enrobé avec un smiley, ça me va très bien. Et j'ai toujours, d'ailleurs, moi, j'ai toujours, à chaque fois que je reçois des propositions, le seul truc qui m'intéresse, c'est que je dis, c'est quoi, c'est drôle, c'est de la comédie? Bon, ok, je lis. Alors, le meilleur moyen de voir toute l'étendue de ton art comique, c'est de venir te voir à l'Européen, du 17 au 31 décembre, pour voir Rodolphe. Merci beaucoup, Rodolphe Jonathan Lambert. Merci. À très bientôt, j'espère, si je suis repris.